Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Yachting Live. Soyez les bienvenus. Nous sommes donc en direct dans cet événement nautique que vous proposent les marques Beneteau, Jeannot, Lagoon et Excess depuis vendredi et jusqu'à ce soir. Vous pouvez bien sûr intervenir, poser vos questions pendant ce live. Et puis je vous rappelle également que pendant ces 3 jours, vous pouvez échanger avec tous les experts des 4 marques sur les différents modèles. Si vous voulez des informations, les concessionnaires sont également là pour vous répondre en direct. On va parler des carènes aujourd'hui. Car augmenter l'espace sans altérer la performance est une volonté qui est clairement affichée dans la gamme Oceanis, notamment depuis l'arrivée du 51 points en 2017. Et puis c'est une tendance qui s'est confirmée d'ailleurs un an plus tard avec la naissance du 46.1. On le voit aujourd'hui, le dessin des carènes libère des volumes exceptionnels à l'intérieur, tout en garantissant des sensations de navigation qui restent inédites. Mais comment font-ils? Comment font les architectes aujourd'hui pour conjuguer toujours plus d'espace sans rogner sur la performance? Eh bien, c'est l'objet des échanges que nous allons avoir maintenant avec Damien Jacob. Bonjour Damien. Bonjour Stéphane. Directeur marketing voile du groupe Beneteau, et David de Prémorel. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes directeur général cabinet du cabinet Finoconc, c'est marqué sur votre chemise d'ailleurs, en gros, on ne peut pas le rater. Alors Finoconc, c'est un cabinet, j'allais dire presque mythique dans le monde de la voile, un des leaders mondiaux de l'architecture navale. Vous avez dessiné plus de 200 modèles, la plupart multi-récompensés, qui ont navigué sur toutes les mers du monde. 4 bateaux issus de votre cabinet ont remporté 4 éditions consécutives du Vendée Globe entre 1992 et 2004. Vous avez d'ailleurs des bateaux dans la course actuellement? Oui, on a 3 bateaux qui sont encore en course, tous les 3. Dont Damien Seguin, qui est encore très bien placé. Très bien placé. David, à quand remonte votre collaboration avec Beneteau? La collaboration avec Beneteau, c'est une belle histoire qui a commencé en 1977 avec le First 22 et qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui sans discontinuer. On a un grand nombre de bateaux qui ont été produits en très nombreux exemplaires. Vous dites très nombreux, c'est-à-dire? C'est-à-dire plus de 800, voire plus de 1000 bateaux. On a par exemple le très célèbre First 210, 211, puis 21.7, puis 20, qui a fait plus de 2500 exemplaires. Mais on a, je peux citer aussi le First 25 au tout début, le First Class 8, l'Oceanis 411 et plus récemment l'Oceanis 45. Et il semblerait que l'Oceanis 46.1, dont on va beaucoup parler, suivent un peu la même trajectoire. Le 30.1, c'est vous aussi? Le 30.1 aussi, oui, bien sûr. Depuis 40 ans, vous avez dessiné combien de bateaux? Vous avez une idée? Cinquantaine? Pour Beneteau, on est un tout petit peu au-dessus de 50, absolument. Et il y a plus de 25 000 bateaux qui ont été construits sur nos plans par Beneteau. Alors on va justement beaucoup nous appuyer effectivement sur ce 46 points pour appuyer la démonstration de cette tendance que j'évoquais en introduction. Damien, d'abord, il est utile peut-être de parler de la nouvelle génération d'Oceanis, d'abord pour dresser un peu le portrait de cette gamme qui est arrivée sur le marché il y a un peu plus de 3 ans. Elle répond à quel besoin finalement? Alors la gamme Oceanis, c'est une gamme légendaire dans le voilier de croisière. Elle a plus de 40 ans. Et en 2017, on a lancé donc la 7e génération, qui a été donc avec l'Oceanis 51 points. Et donc on a utilisé toute l'expérience de 6 générations, 6 générations de croiseurs pour arriver à cette 7e génération. On s'est aussi appuyé sur des études poussées avec nos clients pour bien comprendre leurs besoins et faire évoluer nos bateaux en fonction. Quels sont leurs besoins donc justement aujourd'hui? Ils ont besoin de bateaux plus grands? Alors c'est un des aspects justement, donc comme je disais, la gamme Oceanis, leader sur les bateaux de croisière. Les bateaux de croisière, c'est des bateaux qui ont des volumes, de l'espace intérieur, et nos clients demandent toujours plus, et pour s'approcher du confort qu'on peut avoir dans une maison, donc en termes de réfrigération, de volume de cabine. Donc c'est ces aspects qu'on a voulu pousser plus loin avec cette 7e génération, et on a énormément travaillé sur les formes de carène. Mais en termes de longueur, les bateaux qu'on demande aujourd'hui sont beaucoup plus longs, avec effectivement plus d'aménagements intérieurs, aussi extérieurs. Les espaces de détente sont aussi beaucoup plus importants. Vous avez créé une génération de bateaux, vous dites souvent ce sont des bateaux comfort, fast and smart. Ça veut dire quoi? Alors si on les reprend dans l'ordre. En effet, le confort, ça va de pair avec la croisière. On est là en famille, on a envie de passer des bons moments confortables. L'aspect smart, c'est l'aspect aussi de la easy sailing, ce qu'on appelle la facilité de navigation. Et ça, c'est un aspect qui est venu de plus en plus important au fil des années. Il y a 30 ans, on naviguait, la voile, c'était un peu un sport élitiste où c'était vraiment ceux qui le connaissaient qui allaient naviguer. Mais maintenant, on a envie vraiment de partager cette expérience avec nos amis.
Et donc, on va se retrouver avec un couple à bord qui sont des passionnés, mais qui vont inviter d'autres amis qui sont complètement novices dans le milieu. Et donc, on a dû faire évoluer nos plans de pont et nos aménagements pour pouvoir amener des novices à bord, justement, en toute sécurité et de faciliter la navigation pour un équipage réduit. C'est-à-dire, parce que entre le temps qu'on passe à l'intérieur et le temps à l'extérieur, il faut aussi savoir Alors, conjuguer les deux, c'est ça? de manière générale, nos utilisateurs, on va dire, passent 70% de leur temps à l'extérieur. C'est des bateaux qui sont dédiés à la croisière, aux farnientes. On passe beaucoup de temps au mouillage aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu, dans les plans d'aménagement, ne plus avoir des espaces mixtes avec des winches et des espaces de relaxation mélangés. Mais maintenant, on a vraiment dédié des zones. Donc, la zone de poste de bar qui est toujours là, le poste de bar, on a ramené tous les winches à l'arrière. Donc, la personne qui va manœuvrer le bateau va pouvoir tout faire tout seul. Et ensuite, les personnes qui veulent vraiment juste profiter du paysage vont pouvoir le faire sur des bains de soleil plus à l'avant. Et puis il y a le fast, c'est-à-dire tout ça sans renier les sensations de navigation aussi que ces propriétaires recherchent. En effet, donc nous étions beaucoup concentrés sur le confort pour la croisière, mais nos clients demandent aussi de pouvoir aller sur des nouvelles destinations plus loin, plus rapidement. Et donc sur cette 7e génération, on a aussi beaucoup mis l'accent sur les performances du bateau, les performances sans complexifier les manœuvres, toujours en gardant des plans de pont vraiment simples d'utilisation, mais en rajoutant de la surface de voilure et en particulier avec le cabinet Finoconc, un gros travail sur les formes de carène. Quand vous avez pris effectivement connaissance de tous ces besoins des clients, des nouvelles tendances, vous décidez donc de lancer un nouveau bateau, en l'occurrence là le 46.1, on va prendre cet exemple-là. Vous allez voir un cabinet d'architectes, en l'occurrence Finoconc. C'est quoi l'échange? Racontez-nous un peu les coulisses. Quand vous arrivez pour les voir, vous leur présentez ça comment? Quel est le cahier des charges? Quel échange avez-vous avant les premiers coups de crayon, si je puis dire? Alors les échanges, donc heureusement, on a le cabinet Finoconc suit aussi les tendances, donc c'est Bien sûr. très Ils ne sont pas rapide surpris les parce que échanges, vous leur demandez. donc eux sont plutôt l'aspect technique. Ouais. Nous avons le besoin, donc on leur expose le besoin. Et eux, au fur et à mesure des échanges, de plusieurs réunions sur plusieurs semaines, on va pouvoir, petit à petit, ils vont pouvoir comprendre comment intégrer nos besoins techniquement et venir avec des solutions. Hier, dans le live avec Philippe Briand, il évoquait beaucoup l'envie de l'architecte. C'était très importante pour s'investir dans un bateau. Ça compte aussi beaucoup pour vous, David? Bien sûr, c'est essentiel qu'on ait vraiment le sentiment de pouvoir apporter quelque chose. Et dans cette dernière génération d'océanistes, le fait de vraiment accorder une grande place à la performance, pour nous qui avons un grand historique de bateaux de course, c'est quelque chose de très très important. Et ça, plus cette histoire qui est maintenant de très longue date, c'est vraiment exactement ça, c'est une grande envie. Ce qui est compliqué finalement, c'est conjuguer effectivement les besoins des clients, répondre à leurs demandes, et puis en même temps vous avez des contraintes industrielles, structurelles aussi de bateaux. On a en effet des contraintes industrielles. L'avantage de justement la relation qu'on a avec le cabinet Finoconc qui travaille depuis 40 ans avec nous, ils les connaissent déjà, donc on n'a pas besoin de leur réexpliquer. Ils les intègrent déjà dans leur... En essayant aussi de nous challenger parfois pour nous pousser, pour pas non plus qu'on s'enferme dans des contraintes industrielles, mais pouvoir aussi remettre les choses en cause, savoir jusqu'où on peut aller et pouvoir justement amener cette 7e génération d'océanistes avec quand même des aspects d'architecture navale sur la carène très marqués. David, quand Beneteau vient vous voir, vous avez quoi? On vous donne une longueur de bateau souhaitée, on vous donne une largeur. Quelles sont les caractéristiques finalement que vous avez déjà, en tout cas que souhaite le constructeur? Le cahier des charges est souvent déjà très bien ficelé. Ouais. On a effectivement une longueur, on a une largeur, on a un type d'emménagement, le nombre de cabines, des idées de disposition qu'on va fortement raffiner derrière, des tirants d'eau, enfin voilà, des dimensions générales du bateau de toute façon. Et c'est ça qu'on va raffiner ensemble en tenant compte effectivement de ces contraintes industrielles et tout en essayant, en particulier sur ces bateaux où on essaye de trouver quand même de la performance, pour nous, un aspect très important de diminuer leur poids. La largeur maximale vous est donc imposée? Oui, la largeur maximale est imposée, c'est un paramètre. paramètre. On va parler des carènes. Ouais. Oui. Alors la largeur maximale et la longueur, donc finalement la boîte dans laquelle rentre le bateau est imposée. Parce que d'abord, c'est un paramètre marketing très important. Il y a une notion de volume intérieur, mais il y a aussi une notion tout simplement de place de port. Donc on ne peut pas faire tout à fait n'importe quoi dans ce domaine-là. Donc oui, la largeur est imposée.
Mais la façon dont, à l'intérieur de cette boîte, on va utiliser le volume pour faire un bateau, ça, c'est notre métier. Les bateaux qui soient volumineux, certes, mais en même temps performance. Et donc là, tout votre challenge, on va en parler. Alors justement, lorsque vous êtes sollicité pour un nouveau bateau, ça se passe là, à l'ancienne, sur une table à dessin, ou vous êtes sur un ordinateur? Non, on peut être amené à faire quelques esquisses à la main pour figer des idées de design, mais ça fait très longtemps qu'on travaille presque exclusivement sur ordinateur. Jean-Marie Finot, le fondateur du cabinet, a été le premier architecte naval au monde à acheter un ordinateur en 1969 et à dessiner ses carènes avec. Et aujourd'hui, on va donc faire des esquisses en 2D, passer très très vite à un modèle 3D du bateau avant de refaire des plans en 2D et distribuer tout ça au chantier. Donc c'est sur l'ordinateur que vous pouvez savoir qu'un bateau qui va être un peu plus volumineux va pouvoir rester performant? C'est l'ordinateur qui vous le dit? Oui, enfin oui et non. C'est-à-dire, déjà, c'est une forte tendance sur les bateaux de course. Ça répond à un besoin qui est de pouvoir tenir des vitesses moyennes élevées, sachant que ce qui limite les vitesses moyennes de ces bateaux de large, le modèle c'est vraiment le bateau de large, l'IMOCA, ce qui limite c'est le fait que l'étrave plante dans la vague qui est devant vous. Et donc ce besoin d'augmenter les volumes, en particulier à l'avant, répond à ce besoin-là. Et donc, pour développer des carènes qui vont dans ce sens-là, tout en étant performantes, on utilise de plus en plus la CFD, donc le Computational Fluid Dynamics en anglais, ou le bassin de carène numérique en français. Donc ça, c'est quoi alors? Ça fonctionne comment? Ça vous permet de savoir quoi? On a une illustration, ça tombe très bien. Oui, absolument. C'est un résultat ça illustre les vagues autour du bateau, créées par le fait que le bateau avance. En fait, ce qu'on fait dans cette méthode-là, qui est extrêmement intensive en calcul, qui nécessite de gros ordinateurs qu'on fait tourner pendant longtemps, c'est qu'on va modéliser un grand volume d'eau autour du bateau et on va regarder comment le bateau déplace ce volume d'eau. Et sachant que le fait que le bateau soit à l'interface entre l'eau et l'air, la surface libre de l'eau, c'est le problème qui est difficile à résoudre, ce qui fait qu'un bateau en fait, est beaucoup plus compliqué à calculer qu'un avion, en réalité, typiquement. Ah bon? Oui, absolument. Parce que l'air et l'eau se conjuguent. Parce que l'air et l'eau se conjuguent, se mélangent, il y a des vagues, il y a le déferlement des vagues, c'est des choses qui sont très difficiles à modéliser. Et ces calculs-là vont nous permettre, nous, après, de calculer, en théorie tout au moins, à quelle vitesse le bateau va avancer et donc va nous permettre de comparer différentes formes de carènes. Vous dites en théorie, c'est-à-dire qu'entre la théorie et la pratique, l'ordinateur et la pratique, il y a très peu d'écart, c'est infime? Alors, il y a de moins en moins d'écart. C'est-à-dire qu'on est sur quelques pourcents maintenant, à condition d'être rigoureusement dans les mêmes conditions que dans l'ordinateur. Or, une mer parfaitement plate, ça n'existe pas. Donc, les polaires qu'on peut en retirer, typiquement, donc qui vont nous donner les performances du bateau. Les polaires, on dit pour les... Voilà. C'est ce que c'est, les polaires? C'est une table qui donne la performance, la vitesse du bateau, finalement, pour toutes les allures, donc les différents angles de vent et les différentes vitesses de vent. Une polaire, elle est toujours théorique. On cherche à s'en approcher, mais elle ne sera jamais exactement celle qu'on a calculée. Ce qu'on a vu là tout à l'heure, le schéma et cette carène dans l'eau, ça c'est votre premier dessin, mais vous affinez en permanence? Alors, en l'occurrence, là c'est le dessin final. Ça c'est le dessin final, voilà. D'accord. Et ça c'est combien de modèles avant? Ça dépend. Ça ouais. dépend. Sur l'Océanis, on était en plein dans une période où on a énormément modélisé de carènes de course. Et on est donc, on a utilisé ces résultats pour faire une carène d'Océanis et qu'on a vérifié par la suite. Vous nous avez fait une explication très claire effectivement de la CFD, mais pardon, mais vous faisiez comment avant quand il n'y avait pas la CFD? Il y avait deux procédés très différents. Sur les projets très chers, très financés, pour la course, on faisait du bassin de carène réel et non plus pas du bassin de carène numérique, c'est-à-dire qu'on faisait faire des grandes maquettes qu'on tirait dans un bassin, accroché à un chariot avec un système de mesure qui permettait de mesurer tous les efforts qui s'appliquent sur la carène.
Et on tirait cette maquette à différentes gîtes, à différentes vitesses dans le bassin, on mesurait tout ça. Mais c'était beaucoup plus limité que la CFD, parce que les budgets ne permettaient généralement de faire que 1, 2, 3 maquettes éventuellement, alors qu'en CFD, on est illimité, on peut tester tout ce qu'on veut. Et alors pour les bateaux de type Beneteau, vous les mettiez dans les bassins on de carène? utilisait notre expérience des bateaux de course pour dessiner les meilleures carènes possibles des bateaux de croisière. L'important finalement, c'est quoi? C'est l'équilibre de la carène? Ouais, ça c'est notre grand dada depuis toujours. Une carène, quel que soit le type de bateau finalement, le but c'est qu'elle aille vite, mais c'est qu'elle reste utilisable. Et pour ça, on a besoin que le bateau il avance droit. La plupart des utilisateurs et des journalistes, quand ils essaient nos bateaux, sont très étonnés de pouvoir lâcher la barre et que le bateau continue tout droit. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça aussi, ça vient de la course. Parce que quand on dessine un bateau qui est destiné à un navigateur en solitaire, qui doit faire le tour du monde, il faut bien qu'il dorme à certains moments. Donc il va mettre son pilote automatique. Maintenant, d'ailleurs, le pilote automatique est utilisé dans ces courses 95% du temps. Mais il faut que le pilote automatique il tienne pendant toute la durée du tour du monde. C'est des pièces mécaniques, donc on cherche à ce que les pilotes automatiques soient le moins sollicités possible, donc à ce que les carènes aillent le plus droit possible toutes seules. C'est limpide. Sans ces logiciels, vous pourriez faire des bateaux si volumineux à l'avant? Vous pourriez prendre ce pari-là? On pourrait, en cherchant à imiter ce qui se fait au moment donné, mais le faire bien, c'est pas si évident que ça. Les formes avant, c'est une chose, c'est très voyant, mais par exemple, pour qu'un bateau qui est large devant aille vite, il faut aussi travailler les formes arrière, c'est beaucoup plus subtil, mais ça, c'est typiquement des choses qu'on a vues avec la CFD. Vous nous avez parlé du paramètre de l'équilibre. Il y en a d'autres, j'imagine? Oui, bien sûr. D'autres paramètres quand on dessine une carène? Bien sûr, il y a évidemment la performance. C'est que des histoires de compromis, finalement. C'est que des compromis, parce qu'une carène, c'est un volume qui déplace de l'eau. Donc, on cherche à déplacer le moins d'eau, ou tout au moins à ce que l'eau s'oppose le moins possible à ce qu'on avance, donc pour faire un bateau rapide. Et on cherche en même temps à ce que le bateau soit volumineux. Dans le cas d'un bateau de croisière, l'important, c'est le volume qu'on va lui donner à l'intérieur. Donc le compromis entre les deux, l'équilibre, la performance, le volume intérieur, c'est essentiel. Et c'est là que s'arrête la comparaison avec la course. Parce que eux, en termes de confort et de volume intérieur, c'est assez peu d'importance. Enfin, le confort, en tout cas. Ouais, c'est pas faux. En même temps, quand on voit à quel point les bateaux de course aujourd'hui sont devenus invivables, il y a peut-être des discussions à ce niveau-là, mais l'aspect confort à bord est évidemment très secondaire, là où il est principal dans un bateau de croisière. Ouais. Alors pour mesurer l'évolution justement des Oceanis, je vous propose qu'on compare deux modèles, le 45 qui était donc sorti en 2013 et le 46.1. On va voir les images, je vous propose de comparer et de commenter en même temps. On commence avec vous peut-être, David? Oui, là on voit les lignes de flottaison des deux bateaux. Alors, les couleurs correspondent au bateau. Hein. Voilà. En vert, c'est l'Oceanis 46.1 et en bleu, c'est son prédécesseur qui est l'Oceanis 45. Quand on a le bateau qui est à plat, par exemple au port ou dans le tout petit temps, on voit que les lignes de flottaison ne sont pas si différentes que ça finalement. Il y a un tout petit peu plus de volume partout, mais c'est assez faible. Comme on a un petit peu plus de plan de voilure, on peut se dire qu'on va avoir un bateau qui marche de la même façon, aussi bien dans le petit temps. En revanche, ce qu'on voit dans la partie basse de l'image, c'est le bateau à la gîte. Et le côté haut sur l'image, c'était le volume sous le vent. Donc c'est le volume qui empêche le bateau de gîter. Et on voit qu'il y avait beaucoup plus de volume. On va voir l'image d'avant, si c'est possible. Ouais. Il y a beaucoup plus de volume sous le vent et donc beaucoup plus de capacité à porter de la toile et donc plus de vitesse. Si maintenant on regarde les sections, on se rend compte toujours en bleu l'Oceanis 45 et en vert l'Oceanis 46. On voit que les arrières sont légèrement différents, mais pas tant que ça. C'est la partie basse de l'image. Et la partie haute de l'image montre une section à peu près au quart avant du bateau, où on voit que l'Oceanis 45 était un peu plus profond que l'Oceanis 46. À l'endroit où les deux carènes se croisent, c'est à peu près
la largeur de flottaison, enfin la ligne de flottaison. Par contre, on se rend compte qu'au-dessus, le volume de la carène est infiniment supérieur. On a jusqu'à 15 cm de plus par côté. Donc, plus large, mais qui s'enfonce moins profondément dans l'eau. Voilà, c'est ça. Damien? Donc, parti sur cette base de cette carène, comme on peut le voir, le trait qui est juste au-dessus représente le lit. Et donc, c'est 15 cm de chaque côté qu'on a gagné. Ah oui. Ça représente 30 cm de largeur de lit supplémentaire. Donc, pour nous, en termes de prestations clients, c'est là où on a pu utiliser cette évolution de design de carène pour amener des cabines beaucoup plus volumineuses pour nos clients. Celle qu'on peut voir à l'écran actuellement, c'est donc la cabine de l'Oceanis 46.1. En termes de volume, c'est l'équivalent de la cabine qu'on avait sur un Oceanis 48 avant. Donc on a pu prendre les volumes d'une cabine d'un bateau supérieur et le mettre dans un bateau de taille inférieure. Donc plus de prestations sur une taille inférieure. On peut le voir ici, on y gagne donc en taille de lit, en volume de cabine, mais aussi en rangement. Et là, ça se voit aussi dans les volumes du carré, où on a, avec des nouvelles formes de carène, justement, on a pu repousser un peu plus les aménagements au plus proche de la coque et gagner énormément en volume. Et on a aussi des très grands hublots de coque, de roof, ce qui donne des espaces très lumineux et très chaleureux. Vous avez utilisé la CFD, David, sur le 46.1 ? Oui, on a fait quelques calculs CFD, mais on s'est surtout basé sur toute cette période de recherche qui coïncidait. Finalement, David, il n'y a que le dessin de la carène qui fait que le bateau va vite et équilibré ? Non, pas du tout. C'est un point évidemment essentiel, puisque c'est la carène et, on va dire, les appendices, donc la quille, le safran, ou les safrans dans le cas précis, qui font la résistance à l'avancement du bateau. Mais ce qui fait la performance générale du bateau, c'est non seulement la qualité de ce qui est dans l'eau, mais c'est aussi la qualité de ce qui est hors de l'eau. Donc, par exemple, on a reculé le mât de façon à avoir un meilleur équilibre de voilure. On a mis 2 safrans pour améliorer le contrôle du bateau. Il y a tout un grand nombre d'options architecturales qui ont été prises pour améliorer la performance. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez poser vos questions à David de Prémorel et à Damien Jacob, évidemment, pendant ce live du Yachting Live. Qui dit carène plus large, est-ce que ça dit aussi un bateau avec moins de tangage ? C'est important aussi pour les utilisateurs. Oui, absolument. C'est un bateau qui va amortir plus vite son tangage et donc, de ce point de vue-là, être plus confortable. Oui. Vous avez noté, Damien, une évolution de la façon de naviguer de vos clients ? J'imagine que oui. Oui, en effet, c'est un aspect important. Je disais un peu plus tôt en introduction, où nos clients maintenant naviguent de plus en plus avec des amis qui vont venir pour la première fois sur un bateau. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir la ramener le week-end prochain sur le bateau. Donc il faut absolument qu'ils passent un bon moment à bord. Et donc c'est cette évolution dans on va avoir tendance à faire moins de prêt. Le prêt, c'est une allure, parfois il faut le faire parce qu'on doit aller quelque part, mais c'est une allure qui est beaucoup moins confortable. Et on voit une tendance de nos propriétaires à essayer autant que possible de ne pas aller dans ces allures moins confortables, avoir des allures un peu plus débridées, ce qui a forcément un impact sur la distribution des volumes, les formes de carène. Donc on a vraiment vu cette évolution dans les utilisations, qui est liée au fait qu'il y a 30 ans, c'était vraiment un sport, c'était plus un sport de passionnés, et maintenant c'est un loisir où on y va pour passer un bon moment, et donc on a vraiment envie que ça soit confortable. Donc confortable et en même temps performant, c'est quoi votre définition d'un bateau performant d'ailleurs, vous David ? C'est un bateau qui va vite, évidemment, mais c'est pas que ça. C'est un bateau qui va bien, qui va droit, comme je le disais tout à l'heure. C'est un bateau qui est agréable à la barre. C'est un bateau qui réagit de manière saine, qui porte bien sa toile. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est utile finalement un bateau qui va vite ? Oui, en fait, c'est plus utile qu'on ne le croit, parce que le plaisir de la croisière, c'est pas que le plaisir de la navigation, c'est aussi le plaisir de l'escale. Et aller plus vite, c'est tout simplement passer plus de temps à l'escale pour profiter des jolis endroits qui ne seraient pas accessibles autrement, typiquement. Et donc oui, c'est important d'aller vite en bateau, en plus d'être un grand plaisir. Oui. Et on subit moins la météo aussi. Tiens, on a des questions déjà qui nous arrivent. Une question de Jean. Quel est l'intérêt des étraves inversées pour un bateau de plaisance ? C'est avant tout une question esthétique sur un bateau de plaisance. Uniquement ? D'accord. De mon point de vue, oui. Ouais. Damien ? En effet, c'est venu de
de formes de carène qui parfois sur des bateaux de course ont pu imposer des étraves inversées. Sur des bateaux de croisière, on a un peu plus de besoin de volume. Je pense que en effet, l'étrave inversée est un peu plus une histoire de style, comme le dit David, que de besoin. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions qui nous arrivent? Je regarde. Selon vous, les bateaux de course, les types IMOCA, impactent-ils cette tendance d'avoir des étraves toujours plus larges? Oui, vous avez un peu répondu tout à l'heure, David. Oui, bien sûr. C'est une tendance qui est née dans la course et qui s'applique très bien dans la croisière pour toutes les raisons qu'on a pu discuter. Oui. Autre question qui nous arrive via le chat. Est-ce que vous pensez que les prévisions météo de plus en plus précises ont un impact sur l'utilisation que les plaisanciers font de leurs bateaux? Vous pouvez répondre tous les deux, je pense. Ouais. C'est un petit peu ce que tu disais tout Ouais, à l'heure. ce que vous disiez tout à l'heure, ouais. Tout à fait, David, si tu veux rajouter là-dessus. Non, mais en fait, effectivement, comme le disait Damien, il y a quelques années, quand les prévisions météo n'étaient pas très bonnes, le réflexe du plaisancier, c'était je pars au près parce que j'ai une chance de revenir au portant. Aujourd'hui, on a des prévisions qui sont suffisamment précises à quelques jours pour pouvoir se dire je pars au portant et si je reviens tel jour, je reviendrai aussi au portant. Et ça rend la croisière beaucoup plus agréable. Et vous en tenez compte forcément. Ah, tout à fait, c'est l'aspect confort qui est vraiment primordial sur les bateaux de croisière et donc c'est un point très important. David l'évoquait, donc il y a les volumes de carène, la position du mât aussi, qui le disait un peu plus tôt, le mât un peu plus reculé, ça permet aussi d'avoir des voiles d'avant avec des surfaces plus élevées et donc plus performants sur ces allures un peu plus portantes. Donc en effet, on prend ça en compte. Quelles sont les principales différences entre les carènes de course et les carènes de bateaux de croisière? Vous en avez parlé aussi un peu avant tout à l'heure, David. Ouais, il y a un paramètre dont on a assez peu parlé, mais finalement la différence essentielle entre un bateau de croisière et un bateau de course, au départ, ça va être son déplacement, sa masse. Et donc le volume de carène nécessaire à porter cette masse selon la loi d'Archimède. Et donc on va faire des volumes plus importants, le bateau va être plus profond dans l'eau, et c'est d'autant plus difficile de faire une carène qui avance bien alors qu'elle a autant de volume. Donc c'est pour ça que c'est un vrai challenge de faire un bateau de croisière rapide. Juste une question qui me vient quand on parle des bateaux de course, bateaux de croisière. Les foils sur des bateaux de croisière, c'est utile? Question plus technique pour David. Pour David. Ça servira à rien. Il y a plusieurs aspects à la question. Le premier, c'est qu'un foil, on va dire, sert plus ou moins à soulever le bateau, à augmenter sa puissance aussi, beaucoup. C'est même plutôt ça qu'on utilise. Et réduire son frottement quand même. Mais ce faisant, on soulève le bateau, on réduit son frottement, exactement. Mais ça a besoin d'être léger. Un bateau à foil doit être léger. Et la deuxième chose, c'est qu'un foil prend énormément de place à l'intérieur du bateau. Enfin, ou une paire de foils ou un système de foils. Parce qu'il y a ce qu'on voit, potentiellement beaucoup de place à l'intérieur du bateau. Ah oui. C'est pas forcément très compatible avec les objectifs d'un bateau très volumineux à l'intérieur. Très bien. Pourquoi être passé d'un mono-safran sur le 45 à un bisafran sur le 46.1? On avait parlé un peu tout à l'heure. Oui, Damien? On a parlé, alors le confort, facilité de navigation, et enfin, David en parlera mieux que moi, mais ça permet vraiment avec des carènes qui sont plus larges. Donc le mètre beau, donc la largeur maximum du bateau, sur ces nouvelles générations de carènes a été amené jusqu'à l'arrière du bateau, ce qui nous permet de bénéficier énormément pour le client, parce que ça nous permet d'avoir un cockpit vraiment plus large, un accès à la mer avec une très belle plateforme de bain. Mais et là, je vais laisser David reprendre le sujet. En termes de contrôle du bateau, on s'est rendu compte que 2 safrans était plus avantageux. Bateau de course, pareil? Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait bientôt 30 ans que nos bateaux de course sont presque toujours 2 safrans. L'Oceanis 45 avait encore un mono-safran. C'était la limite en termes de largeur arrière du bateau. Le 46 est vraiment très adapté à mettre un bisafran et ça offre un contrôle du bateau même à de grands angles de gîte qui est tout à fait exceptionnel. Je voudrais qu'on termine en parlant des carènes de demain, parce que jusqu'où irez-vous? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Damien? Alors, encore une fois, moi, parce que les besoins vont évoluer. Justement, moi, je vais donner le besoin à David et lui viendra avec la carène de demain. Le besoin, ce qu'on voit les grandes tendances, donc c'est toujours plus de confort. On parle aussi d'autonomie, d'énergie à bord, gestion de l'énergie, de motorisation électrique aussi. Et donc, c'est ces éléments-là que David devra prendre en compte sur les futures générations. Donc,
C'est là où il va falloir faire attention en partie avec le poids pour toujours garder oui. les performances, Eh oui. parce que c'est bien de rajouter du confort, mais on doit aussi être très vigilant avec ce qu'on met dans le bateau. Oui, parce qu'on a beau avoir la CFD, ça va à un moment donné, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, non? Vous avez déjà fait un gros saut, là, non? Oui, le saut est important entre la génération de l'Oceanis 45 et la génération de l'Oceanis 46 points, et puis 30 points aussi, qui est tout à fait dans le même type de carène, ce qui d'ailleurs leur a valu à chacun un European Yacht of the Year. Quoi qu'il en soit, on va peut-être continuer à évoluer un petit peu, mais le confort, c'est aussi le fait typiquement que le bateau ne tape pas dans les vagues, et il y aura sûrement une limite à la largeur que les clients seront prêts d'accepter pour que le bateau reste confortable en navigation. Donc des compromis toujours. Toujours des Toujours compromis. des compromis. Absolument. Est-ce que la question de l'utilisation des matériaux, de la recyclabilité, c'est une question aussi aujourd'hui sur les carènes de demain? L'un ou l'autre? C'est une question en effet qu'on a. C'est une demande aussi. C'est une demande et c'est un besoin pour aussi faire évoluer notre industrie, notre sport, notre loisir dans la bonne direction. Donc on a des recherches en cours sur l'utilisation de matériaux recyclables, des matériaux biosourcés. Et donc on en est au début, mais on est très vigilant là-dessus pour les futures générations de voiliers. Sur ces matériaux, d'ailleurs, on pourrait jouer sur le poids peut-être, avec des matériaux plus légers encore, c'est possible? C'est tout à fait envisageable, absolument. Ouais. Les fibres de lin, typiquement, ont aujourd'hui des résistances qui sont comparables à celles de la fibre de verre, tout en étant beaucoup plus légères. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce Yachting Live en direct. Yachting Live qui se poursuit bien sûr jusqu'à ce soir. N'hésitez pas à interagir aussi avec tous les experts qui sont présents tout au long du week-end pour répondre à vos questions sur Beneteau, Jeanneau, Lagoon ou XS. Merci, à bientôt, au revoir.